3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demain qui est avec nous, directeur associé de Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Véronique Riche-Flores de nous accompagner. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Vous êtes économiste indépendante et présidente de RF Research. Et Benoît Vesco avec nous également en plateau. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Igor, c'est un jour important pour la France. La baguette française est reconnue comme patrimoine mondial à l'UNESCO après des années de plébiscite. France-Tunisie. Et alors c'est France-Tunisie au moment où on se parle, on verra demain ce qu'il en est. Et puis le CAC 40, Total Return, encore une fois, un des meilleurs indices peut-être de l'année en Europe. France is back. Ça rappelle deux choses. D'abord que les marchés anticipent, comme ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on reviendra sur ce qui s'est passé au mois de septembre, tous les chocs qu'on a dû absorber, qui sont arrivés à un point quasi paroxystique en septembre, le conflit en Ukraine, les données d'inflation, la situation en Chine, et aussi ça confirme qu'il ne faut jamais oublier les dividendes, surtout que sur le CAC 40, qui est un indice plutôt à composition dividendaire, comme en Italie, il faut se rappeler que c'est 2/3 de la performance d'un indice action sur longue période, donc c'est très important, non pas forcément d'avoir des très gros rendements, mais des sociétés qui sont capables de verser des dividendes de manière récurrente, en croissance, dividendes par action. Et donc oui, c'est une année qui, je pense, comme il a été dit, est beaucoup plus difficile sur l'obligataire. De toute façon, les marchés de taux, ce sont les marchés directeurs. Ce sont les marchés les plus profonds. Et là, on a eu un changement de paradigme. Les 375 points de base de hausse aux États-Unis et les 200 à la BCE, c'est nécessairement un impact très important. Moi, je suis plutôt, entre guillemets, rassuré par la capacité des marchés financiers à absorber tous ces chocs, parce que il faut du temps pour qu'un marché puisse, ou un agent économique puisse valoriser, alors d'abord, reconnaître un risque, valoriser son coût, et son amplitude dans le temps, enfin sa durée. Et donc là, on a eu au début guerre nucléaire en février. Bon, regardez où on en est, même si c'est pas très glorieux. Et tous ces sujets-là demandent du temps. Donc les marchés font leur travail, c'est-à-dire ils montent, ils baissent. Et c'est bien pour ça qu'un marché liquide, et on le verra sur les small caps, c'est bien pour ça que les grandes capitalisations boursières ont plus rebondi. Ouais, okay. Quand on retire de la liquidité, parce que c'est quand même ce qui a été fait depuis maintenant quelques semestres, c'est les actifs les plus liquides sur les actifs risqués, j'entends, parce que le souverain c'est très liquide, mais là, on a eu un choc de valorisation, mais sur les actions, on n'a pas eu ce choc de valorisation. Et globalement, la croissance, par différents mécanismes, elle est maintenue. Elle est meilleure prévue. Elle est meilleure prévue. Et tout ce dont la politique, enfin, tout ce pourquoi la politique monétaire a été faite, commence à produire ses effets. Donc, un peu moins d'inflation, une récession maîtrisée, et puis des agents économiques qui sont un peu rassurés sur l'avenir. Après, 2023... il y a 3 choses. Il y a, me semble-t-il, la Chine, la géopolitique, l'inflation. Ça, c'est les grandes données à regarder. Et puis après, la microéconomie qui va être rattrapée par la macro. Donc ça veut dire des bénéfices par action qui, selon les secteurs... D'accord. Ce choc-là, on ne l'a pas vu. Non, mais c'est toujours un choc à retardement. C'est comme les données de chômage pour la macroéconomie. C'est des données qui sont post-choc. Donc là, il va y avoir sûrement un petit peu de volatilité et des opportunités. Et sur l'obligataire, vous dites, ça a été le choc de l'année, c'est ce que disait Benoît. C'est même le choc. Également, le choc d'une génération. C'est une génération, déjà. Suffisant ? C'est-à-dire, au terme de cette année 2022, est-ce qu'on peut imaginer des performances obligataires encore aussi négatives en 2023 ? Ou est-ce que c'est plus le sujet maintenant ? Aussi négatif, ça voudrait dire qu'on fait le même chemin en termes de hausse des taux et qu'il y ait des crises à répétition. Bon, ça dépendra évidemment s'il y a une forte dégradation géopolitique ou que la Chine se met à exploser. Bon, là, c'est vrai que c'est des scénarios où... Exploser en termes de croissance ? Non, mais... ou imploser. Imploser, d'accord. Ok. Oui, d'accord. C'est quand même pas le scénario numéro 1. Bon. Mais non, je crois que c'est une problématique de dérivés seconde les marchés financiers. Donc là, on va avoir quelques hausses de taux, mais on a fait 2/3 du chemin, peut-être. Donc ça devrait être moins difficile que 2022, mais toujours une classe d'actifs très difficile à attraper, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas encore où on est en termes de taux de défaut, de niveau de spread de crédit. Je pense que les actions ont perdu un peu leur avantage relatif après le rebond par rapport à la classe d'actifs obligataires, mais ont toujours un avantage. Igor, vous disiez donc Chine, inflation, géopolitique, ça va être les 3 points d'attention pour 2023. Comment on peut développer un peu chacun de ces points La Chine, c'est le deuxième moteur économique du monde après les États-Unis. Donc en plus, les deux économies sont très liées. Donc l'un ne va pas sans l'autre.
On voit qu'il y a la thématique zéro Covid. Après, on est quand même un peu loin de la gouvernance de Xi Jinping. Donc, moi, je ne fais pas trop de prévisions sur les évolutions politiques dans ces pays-là. On l'a bien vu en 2022. On était un peu tous surpris le 24 février. Mais l'idée, c'est quand même que les risques qui pèsent globalement sur la croissance mondiale, ça pèse. Et les 3 grands risques, c'est est-ce que la Chine peut relancer son économie? Est-ce que la situation en Ukraine, qui crée quand même aujourd'hui beaucoup de pression sur l'approvisionnement énergétique, parce que en fait on a eu un automne tellement clément qu'on n'a pas pu voir si on avait vraiment des ruptures de charge sur le réseau électrique. On n'a pas tiré sur les stocks. Et on n'a pas encore tiré sur les stocks. Donc je dirais que quand on aura passé l'hiver ou la moitié de l'hiver, on en saura un peu plus sur la résistance des mécanismes qu'on a mis en place ou du stockage. Et puis l'inflation, c'est le thème principal, mais les économies n'aiment jamais les chocs. Donc, ce qu'on a fait avec les programmes de soutien, on a continué d'alimenter un peu l'inflation, particulièrement en France, parce que les boucliers tarifaires, en fait, ça crée de la demande, donc ça crée en fait un mécanisme inflationniste, mais c'est tout simplement pour petit à petit habituer le consommateur justement à pas subir un choc trop violent, bien qu'il ait été probablement le plus violent depuis des décennies. Donc voilà, c'est 3 grands risques à piloter, entre guillemets, à regarder, mais on a quand même l'impression que 2023, c'est moins crisique, entre guillemets, que 2022. Enfin, qu'est-ce qu'on peut avoir de pire aujourd'hui? On peut toujours avoir pire, mais voilà, on a épuisé pas mal de tail risk, peut-être, d'une certaine manière, en 2022. Les banques centrales, il faut reconnaître qu'elles produisent ses effets, qu'il y a l'expérience, vous avez parlé de Volcker, que les inflations très fortes dans les pays développés ne mettent pas 10 ans à se résorber, quand on fait une politique assez adaptée. Et puis après, la microéconomie, oui, il y a des secteurs, le pétrole, si le baril est à 85, ça sera moins profitable. Moi, je pense que c'est un pari entre valorisation et, oui, révision de résultats, mais c'est pas très grave que des résultats soient revus en baisse dans des secteurs qui avaient des résultats exceptionnels en 2022, comme le pétrole. Ouais, c'est ça, l'énergie sera peut-être derrière. Oui, voilà, contre... regardez, à l'inverse, la banque va peut-être réviser en hausse en 2023. Ça n'a pas finalement si bien performé que ça, pas autant, parce que c'est secteur un peu cyclique, qui surfinance ou sous-finance la croissance, mais on pourra avoir des surprises. Je pense qu'il faut, aujourd'hui, avec un niveau de taux d'intérêt tel qu'on a, on peut refaire des exercices de valorisation qui sont, à mon sens, idoines, solides, durables. On ne pouvait pas du tout le faire, on ne pouvait plus le faire avec des taux à zéro. Ça, c'était quelque chose qui avait détruit complètement la notion de retour sur investissement. Tout le monde gagnait de l'argent parce que tout le monde empruntait, tout le monde achetait des actifs et le refilait à un prix plus élevé. Et ça, le mérite de ce qui est en train de se passer, c'est que ça réajuste le prix des choses et aussi le prix des biens. Et donc, ce qu'on disait avant l'émission, c'est qu'on va devoir s'habituer à ce que les biens de qualité coûtent cher, les biens produits en Europe coûtent cher. La problématique pour l'Europe, c'est qu'on va se désindustrialiser encore plus parce qu'on n'a plus beaucoup d'avantages compétitifs, mis à part peut-être l'environnement, c'est-à-dire notre green life, puisque nous on est le plus vert, mais ça coûte au démarrage. On verra, oui, c'est un coût pour l'instant. Donc, mais je notais qu'en Allemagne, par exemple, c'est la Fédération des industries allemandes qui a fait le point là-dessus, 2 tiers des industries en Allemagne, par exemple, ont pu abaisser leur consommation d'énergie, de gaz, sans baisser leur production. Derrière. Oui, donc il y a quand même un effort d'adaptation qui est rapide. Je veux dire. L'enchaînement de la crise du Covid et la crise en Ukraine, ça fait probablement raccourcir le temps économique dans le système capitaliste de 2-3 décennies. Puisque on gagne de la résilience à vitesse grand V. On est obligé de s'adapter. L'être humain n'aime pas beaucoup le changement. Il est toujours un peu contraint pour changer. Celui qui change de lui-même, en général, il est rare. Donc oui, là, on a 2 changements majeurs. Et pour les actions européennes, ça offre des perspectives, je ne sais pas... les actions européennes, elles présentent toujours le même profil d'avantage. Pas cher, très sous-détenu. Mais c'est pas ça qui a fait que les actions européennes surperformaient ces dernières années, malgré tous ces avantages que vous citez. On a un vrai problème de gouvernance, de potentiel de croissance, de fragmentation qu'on a un petit peu mis sous le tapis. Bon, on a quand même des problèmes structurels qui font que on va avoir du mal à rattraper très très vite l'avantage de valorisation par rapport au marché américain. Il ne faut pas se leurrer. On n'a pas un système qui est très fluide à piloter. Après, on a des très belles entreprises. Bon, on n'a pas d'entreprise de tech en Europe, à part quelques entreprises de semi et Cap et SAP, mais voilà, on a des très beaux secteurs, des leaders. Après, voilà, maintenant, ils vont être obligés de produire
dans des zones différentes que par le passé, mais on a des très beaux actifs. Et les étrangers, d'ailleurs, ne se privent pas d'acheter, les non-résidents, pardon, ne se privent pas d'acheter nos actifs. Ben oui, puisque c'est eux qui font notre marché. C'est eux qui font, oui, on le rappelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que les grandes capitalisations boursières marchent beaucoup plus que les petites, parce que les investisseurs français, qui sont traditionnellement ceux qui interviennent sur les petites et moyennes sociétés, ne sont pas encore prêts. Il y aura 10 licornes cotées en 2025 de la French Tech, dont 2 qui feront plus de 5 milliards d'euros de capitalisation. C'est ce qui a été fixé comme objectif, décrété par... Oui, c'est un objectif politique. Mais je pense qu'en début 2022, beaucoup de sociétés de gestion avaient décrété des objectifs de collecte. Et... ça marche pas. Et c'est pas tout à fait comme ça que ça marche dans nos métiers. Igor, comment est-ce que chez Vital Épargne, vous avez envie d'accompagner vos clients privés, particuliers, patrimoniaux, on va dire comme ça, à travers l'année 2023 en matière d'investissement ? Quand les niveaux de volatilité sur les classes d'actifs commencent à baisser, que les obligataires se stabilisent, que les marchés actions remontent, c'est un signal quand même un peu plus positif. Donc on a tendance à dire à nos clients, et on l'a fait, à remettre un peu de risque plutôt action, puisque c'était quelque chose qui était très décoté. Après, c'est encore une mesure de sagesse, mais il n'y a pas de coup de barre à gauche ou à droite en matière de gestion. Il faut faire les choses, surtout pour une clientèle patrimoniale, vraiment dans la durée. Un peu basculer, c'est tout à fait vrai que l'obligataire et le crédit retrouvent des couleurs. Je mettrais 2 bémols quand même, et on l'a vu en septembre, il ne faut pas qu'il y ait un État qui soit au bord du défaut ou dont la dette publique est très attaquée. On sait que chez nous, en zone euro, c'est quand même un peu récurrent. Et puis, il faut pas... Comme il y en a eu un, ça marque déjà un peu les esprits. On parle du Royaume-Uni. Oui. Mais, comme il y a eu un exemple... Le tout venant n'a pas vraiment bien compris ce qui se passait. Nous, ici, oui, mais je ne suis pas sûr que dans les sphères non financières, on ait vraiment compris moi, j'espère qu'au plus haut niveau... J'ai parlé du tout venant. Oui, non, mais d'accord. Le tout venant, j'espère, n'est pas à l'Élysée, encore qu'il y a eu une intrusion. D'où l'intérêt de l'intermédiation avec des conseillers. Je pense que le sujet aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait... dans cette phase de révision en baisse de bénéfices sur la partie peut-être petite et moyenne entreprise, je pense plutôt à celles qui ont souscrit des prêts PGE, qu'il n'y ait pas trop de taux de défaut, parce que ça, le crédit n'aime pas trop quand il y a des défauts d'entreprise un petit peu emblématiques. Voilà, donc ça, c'est les 2 bémols. Encore une fois, je pense que les actions devraient permettre... sur un horizon de 3-5 ans, offrir des belles opportunités. Et je voulais juste revenir sur la Chine. La difficulté avec la Chine, c'est que c'est vrai qu'en fait, il y aura un effet one-off exceptionnel, mais à long terme, c'est un pays qui a 2 grands obstacles devant lui. C'est sa démographie. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on pilote à 6 mois. Deuxièmement, c'est un marché immobilier qui est extrêmement déséquilibré à terre. Plus gros marché immobilier du monde. Et le 3e élément, c'est que les mesures qui restreignent la sphère privée, ça contraint naturellement le marché de consommateurs. Et on a vu dans l'histoire les exemples où il y a des grands empires, je pense à l'Union soviétique, où il y avait très peu de sphère privée de consommation interne. C'est très très dur d'engendrer de la croissance, puisque on a eu la phase de croissance de la Chine avec les exportations. Maintenant, ils veulent créer un marché intérieur, mais il faut laisser la liberté aux gens de consommer, de créer. Et là, la gouvernance a un petit peu changé, les mesures dites non-market friendly. C'est quand même pas évident de créer un momentum favorable. Donc, c'est pour ça qu'on se tient quand même un peu à l'écart des marchés émergents chinois, parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire en Europe. Oui, et puis il y aura aussi la phase sur les small et mid cap dont on a parlé, quand ça va stabiliser. Bien, vous nous passez le relais pour l'intervention de fin d'émission, mais effectivement, il y a une vraie question sur les small et mid cap pour 2023. En 2023, c'est un secteur qui est très croissant, qui est plus cher, donc il est aussi un petit peu plus sensible aux taux d'intérêt. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Véronique Riche-Flores, présidente de RF Research, Igor Demac, directeur associé de Vital Épargne, et Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management.